Dossier neurodiversité. Début d'enquête. Sur l'affaire, Nanon, Maë, Tom et Plume. Bonjour, nous sommes Tom, Plume, Maë et Nanon. Dans le podcast Audiotypie, nous vous proposons une enquête sur la neurodiversité et ses intrications avec le monde social et culturel. Comme tout bon enquêteur, nous tâcherons de mener un examen minutieux de nos terrains d'enquête pour tenter de faire apparaître une vérité, celle de la neurodiversité aujourd'hui. Rappelons d'abord l'origine de la notion de neurodiversité. Le terme a été démocratisé dans les années 90 par Judy Singer, une étudiante en sociologie et militante de l'autisme en Australie. Judy Singer étant autiste elle-même et venant d'une famille avec beaucoup de membres neurodivergents, elle a remarqué qu'il y avait une sorte de classification et de stigmatisation envers les personnes autistes. Les enfants autistes étaient souvent classifiés de fous ou de malades mentales, ce qui va forcément donner une mauvaise image des personnes faisant partie de la neurodiversité. En forgeant le concept de neurodiversité, Judy Singer souhaitait pouvoir unifier, regrouper, sous un même vocable, l'ensemble des personnes humaines avec leurs fonctionnements neuronaux particuliers. Toutefois, le terme a été popularisé dans un article de magazine en 1998 par le journaliste Harvey Bloom. L'idée, c'était d'abord que l'on cesse de désigner certaines personnes à partir d'un manque supposé ou d'une anomalie. Normal, anormal, bien portant, handicapé. Cette façon de voir les choses lui apparaissait en elle-même comme profondément stigmatisante. Et en effet, les mots employés pour désigner les personnes contribuent trop souvent encore aujourd'hui à produire du handicap, surajoutent, voire créent des difficultés pour les personnes concernées. Donc l'idée révolutionnaire de Judy Singer, c'était d'établir un paradigme nouveau où chacun puisse être logé à la même enseigne. C'est ainsi qu'est apparue l'idée de la neurodiversité. Son principe est simple. Par nature, le fonctionnement cérébral des personnes diffère. Une fois qu'on a posé cela, on ne peut plus dire que telle personne est normale ou que telle autre personne est anormale. Hans Asperger est un psychiatre autrichien qui est considéré comme une figure majeure de la recherche sur le TSA. Il a été le premier à faire une étude concrète sur l'autisme. Il a étudié plus de 200 enfants et seuls 4 enfants autistes, des garçons, ont été retenus dans son étude finale publiée en 1944. Il décrit les caractéristiques d'une personne autiste comme ayant un manque d'empathie, une faible capacité à se faire des amis, une conversation unidirectionnelle, une forte préoccupation vers des intérêts spéciaux et des mouvements maladroits. L'appellation de psychopathie autistique de Hans Asperger donne un avis biaisé sur la question. Dans ses recherches Autistic Psychopathy in Childhood, il dit « Nous sommes convaincus que les personnes autistes ont leur place dans la communauté sociale. Ils s'acquittent parfaitement de leurs tâches, peut-être mieux que n'importe qui. Et nous parlons ici d'individus qui, dans leur enfance, ont eu les pires difficultés et ont causé d'innombrables soucis à leurs soignants. » Pendant ses recherches, il donna le surnom de « petit professeur » aux enfants qu'il côtoyait. Ils adoraient parler de leur sujet de prédilection de manière approfondie et en détail. Ces recherches ont fait que pendant longtemps, le TSA était appelé autisme Asperger. Lorsque sa relation avec le régime nazi a été mise à jour, cette appellation d'autisme Asperger est devenue controversée, car Hans Asperger a contribué à la mort de plusieurs enfants atteints de TSA. Aujourd'hui, nous n'utilisons plus ce terme pour décrire le TSA car il est entaché d'eugénisme. Le concept de norme apparaît alors comme ce qu'il est, un fait statistique majoritaire. Ce fait brut ne donne donc aucune prééminence de droit, d'autorité ou de hiérarchie, et surtout pas le droit de stigmatiser ou d'humilier les autres à partir d'un point de vue erroné sur la réalité, normale, pas normale. Les progrès des neurosciences et de l'imagerie cérébrale ont mis en évidence les différences neuronales entre les individus et accréditent la thèse de Judy Singer. Dans son sillage, des communautés militantes sont organisées, des associations sont nées pour militer pour la neurodiversité, à la manière dont notre minorité avait pu le faire auparavant. Le prolétariat, les personnes racisées, les personnes LGBTQIA+, etc. Nous qui vous parlons, nous sommes concernés. Nous sommes devenus des ambassadeurs ou des porte-voix de la neurodiversité. Et si vous nous entendez aujourd'hui, c'est parce qu'un jour, notre route a croisé celle de Ludosens.
Ludosens est une association qui vise à promouvoir l'idée de la neurodiversité dans la société, pour changer le regard que l'on porte sur les personnes concernées, faire reconnaître leurs besoins et faire en sorte qu'ils soient mieux considérés et inclus. Le mieux pour en parler, c'est peut-être encore de les interroger. Pourriez-vous vous présenter ? Alors, je m'appelle Isabelle, j'ai 25 ans et je suis ambassadrice de la neurodiversité dans l'association depuis le 4 septembre 2023. Comment as-tu connu Ludosens ? Quand j'ai connu l'association en recherchant des missions de service civique sur Bordeaux, je suis donc tombée sur une annonce de mission d'ambassadeur de la neurodiversité. Et lorsque j'ai lu l'annonce, je me suis rendu compte que c'était une mission qui m'intéressait bien. Et donc j'y ai postulé. Et ensuite, en y réfléchissant, je me suis rendu compte en fait que j'avais déjà vu des affiches de cette association par le passé. Jusque-là, j'avais pas fait le rapprochement en fait. En quelle année Ludosens a été fondée ? Par qui et pourquoi ? C'est une association qui a été fondée en 2015. Elle a été fondée par Priscilla Lolland, qui est une mère d'une jeune fille autiste. Quels sont les objectifs de Ludosens ? Au départ, cette association a été fondée pour mettre à disposition des jeux de société et des jeux, par exemple, sur le thème des émotions et des habiletés sociales. Et maintenant, c'est une association donc, qui met en place des sensibilisations à la neurodiversité et aux émotions et qui aussi cherche à assurer l'inclusion des personnes neuroatypiques en proposant des parcours de service civique et par le biais du programme donc Valorisons toutes les formes d'intelligence. Quels sont les parcours que Ludosens propose ? Ludosens propose 3 parcours. Donc le parcours artistique va réaliser des supports de sensibilisation plutôt donc d'ordre artistique, comme par exemple des affiches, des livres. Il y a aussi donc le parcours numérique qui va donc plutôt travailler à l'élaboration de jeux en collaboration donc avec le Fab Lab. Donc les personnes du parcours numérique vont par exemple utiliser les outils d'imprimante 3D, de découpe laser pour pouvoir réaliser les pièces de leur jeu. Et actuellement donc le parcours numérique travaille sur un escape box sur le thème de la neurodiversité. Donc un escape box, c'est comme un escape game en miniature avec des énigmes à l'intérieur d'une boîte qu'il faut résoudre pour pouvoir avancer dans l'histoire. Et là, l'histoire est centrée autour de la disparition du personnage principal qui s'appelle Ellie, et l'objectif donc du jeu, ça va être de mener l'enquête pour comprendre pourquoi elle a disparu. Et notamment, donc ce jeu-là va permettre d'aborder des traumatismes qui peuvent se former chez les personnes neuroatypiques du fait des mauvaises expériences qu'elles vivent en raison de leur neuroatypie. Il y a aussi la promo permaculture qui travaille sur un jardin forêt comestible avec l'objectif donc de créer un parcours sensoriel où il y aurait chaque partie du jardin qui serait dédié à un sens en particulier. Et c'est un peu avec cette volonté de rapprocher un peu la notion de neurodiversité, de biodiversité, parce que au départ, ce sont 2 notions qui sont assez liées dans le sens où la biodiversité, ça va être cette idée qu'il y a une grande diversité d'espèces dans la nature, et la neurodiversité, c'est l'idée qu'il y a une grande variété de fonctionnements neurologiques différents. Et aussi, l'idée de jardin sensoriel, c'est aussi à rapprocher avec le fait que souvent les personnes neuroatypiques vont avoir des particularités sensorielles. Et donc, c'est pour ça que l'association s'est dit que c'était intéressant de proposer un parcours avec un travail autour de la sensorialité. Combien de temps cela dure ? Alors, ces parcours durent 9 mois.
Ils sont constitués de combien de jeunes? Parcours artistique actuellement est composé de 4 personnes. Parcours numérique est composé de 6 personnes. Et le parcours permaculture est composé de 5 personnes. Quels sont les avantages de faire le service civique chez U2Sens? L'avantage, c'est que ça va être un parcours qui va être adapté aux particularités de chaque personne, avec notamment des aménagements horaires, la possibilité de faire du télétravail, et aussi pour les personnes concernées, ça va être un moyen de mieux se comprendre, de développer des outils pour, on va dire, mieux se connaître et se réguler, et aussi de pouvoir s'appuyer sur son vécu. Quel est ton rôle au sein de cette association? Donc, en tant qu'ambassadrice de la neurodiversité, temps plein, je vais être celle qui va un peu chapeauter les sensibilisations, qui va un peu les préparer et les coordonner. Donc, par exemple, je vais préparer donc des supports, des PowerPoint qui vont accompagner la sensibilisation. Je vais aussi déterminer quels sont les autres volontaires qui vont participer aux sensibilisations avec moi, et on va aussi s'organiser ensemble sur la présentation, et je suis aussi amenée à les aider s'ils ont besoin d'aide pour préparer leur témoignage, et je suis aussi moi-même amenée à témoigner lors de mon parcours personnel durant ces sensibilisations. Et donc, en gros, je vais être chargée d'animer les sensibilisations, que ce soit aussi bien de celles sur la neurodiversité que celles sur les émotions. À côté de ça, je suis aussi chargée de prendre contact avec différents établissements pour leur proposer des projets de sensibilisation. Et je m'occupe du planning des sensibilisations. Peux-tu nous raconter une journée type à l'U2Sens? En général, donc la journée commence à 10h, et généralement donc on commence par une météo des émotions. Donc en fait, ça va être un temps où chaque personne présente va partager donc ce qu'elle ressent actuellement et comment elle se sent et quels sont ses besoins. Ça permet de s'exprimer, de partager si elles se sentent pas bien, si elles sont en difficulté. Ça permet aussi aux autres personnes de savoir dans quel état émotionnel sont les autres pour pouvoir s'adapter et qu'on puisse collaborer dans la joie et la bonne humeur, enfin à peu près du moins. Oui, bon, peut-être dans la joie et la bonne humeur, c'est peut-être un peu, ça peut sembler un peu gnangnan, mais au moins, on va dire, de manière à peu près paisible, quoi, enfin, sans qu'il y ait de malentendus sur les émotions et les sentiments de chacun, parce que je pense que c'est assez important, parce qu'en plus, étant donné qu'il y a beaucoup de jeunes au sein de l'association qui vont avoir du mal à lire les émotions des autres, je trouve aussi que c'est une bonne idée de les partager, comme ça, chaque personne est bien au clair sur ce que l'autre ressent, même si c'est pas toujours un exercice facile, parce que ça demande de s'ouvrir un peu, donc ça peut parfois être difficile pour certaines personnes. Ensuite, après ce temps de météo des émotions, on fait le point sur les différentes tâches de la journée, et ensuite donc les différentes promotions vont se répartir dans différentes salles et vont travailler sur leurs projets respectifs. Ensuite, donc il y a la pause de 12h30 à 13h30, et ensuite donc les autres promotions après cette pause retournent continuer leur travail. Ensuite, donc le vendredi, c'est une journée un peu particulière, parce qu'en général, le matin, souvent, parfois ça peut être l'après-midi, mais là, généralement c'est le matin, on prévoit un temps où il y a tous les parcours qui sont ensemble pour faire des ateliers ensemble. Ça peut être différents types d'ateliers. Ça peut être par exemple sur le monde de l'emploi ou sur la gestion des émotions. Et le vendredi après-midi, étant donné qu'on partage notre espace avec d'autres coworkers au sein de la ZAP,
et que le vendredi c'est fixé comme étant le jour du ménage, on va se répartir les tâches ménagères et participer au ménage collectif de la ZAP. Tu fais partie de U2Sens, mais ici on est à la ZAP. Est-ce que tu peux nous apporter un peu plus d'informations ? Donc, ZAP, ça signifie zone à partager. Donc, c'est un tiers-lieu donc, où il va y avoir différents coworkers et différentes associations qui vont partager le même espace. Où en fait, il va y avoir différentes salles qui peuvent être louées. Et donc, c'est un espace commun où les personnes peuvent venir travailler, mais qui aussi propose donc différents ateliers et animations en dehors des heures du travail et en dehors du travail. Donc, par exemple, il peut y avoir le soir des diffusions de matchs de rugby. Il y a aussi actuellement, par exemple, une exposition sur la répartition des tâches ménagères et sur la charge mentale. Donc voilà, la ZAP est aussi un lieu qui mène différents projets. C'est pas juste un lieu de travail, c'est aussi un lieu qui va être investi par les associations et par les habitants et habitantes de la ville de Bègles. Merci d'avoir écouté notre épisode de Début d'enquête. Pour poursuivre, retrouvez-nous dans La Jungle humaine.